Apéro spécial finale de conf. Game 4. On a eu 2 matchs 4. On a fait une vidéo lundi. Après un gros week-end où les 2 séries étaient à 3 matchs chacune. Il y avait 2-1. Il y avait 2-1 Pacers, 2-1 Thunder. Il y a 3-1 Pacers, il y a 3-1 Thunder. Les Wolves sont pas passés loin. Les Knicks sont pas passés loin. Mais ces 2 équipes-là sont désormais menées 3-1. On est à 4 matchs dans chaque série. On va pouvoir un peu analyser finement, débriefer tout ça. Exactement, 3-1 dans les 2 séries. On était plutôt confiant pour les Pacers. On était plutôt en mode on retourne au MSG à 3-1. C'est ce qu'on avait dit. Donc là, on avait bon. Des vraies retrouvailles des Pacers avec leur jeu. Et d'ailleurs, on va en parler en détail. Pour Minnesota, on espérait le 2-2. Ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. On va en parler. Exactement, on va en parler en long et en large, à la fois de ce qui s'est passé sur les terrains et même les déclarations qu'il y a eu après les matchs. C'est toujours sympa de faire ces débriefs. On espère que vous, ça va bien et que vous allez vous régaler sur cette fin de finale de conférence et début des finales NBA. D'ailleurs, à ce propos, avant de démarrer, je fais le rappel protocolaire car vous êtes nombreux à n'avoir pas encore ouvert vos oreilles. Mesdames et messieurs, si vous foncez dans le premier lien en commentaire de cette vidéo, Apéro Collector, dans quelques jours, on se retrouve à l'Arlequin, Alex, pour un apéro enregistré en public. Mardi prochain, le 3 juin, l'Arlequin, c'est une salle de cinéma avec plusieurs salles, donc nous on en prend une. On va se retrouver à 350-400, il y aura à boire, à manger, et on enregistrera une émission devant tout le monde. On vous fera participer, pour celles et ceux qui ont déjà participé à un apéro en public, qui savent. Des trucs à gagner, plein de sujets cool. Ah oui. On sera à 2 jours du début des finales, donc forcément on va parler des finales, mais pas que. L'année dernière, on a parlé draft, il y avait pas mal de Français. On a parlé free agency, j'ai annoncé Paul George aux Sixers, voilà, je vous dis ça. C'est le gros flex d'Alex depuis un an et en effet il avait eu comme 100%. Ça. La salle avait fait oh, non. Bah si. Et ben voilà. Et d'ailleurs, je pense que les fans des Sixers, ouais, exactement. Ils avaient raison de huer. Voilà, exactement. Ils avaient raison de ne pas être contents. Ce qui est sûr et certain, bref, c'est une bonne soirée. Exactement. Si vous voulez passer une grande soirée avec Alex, Bibi et Léonce qui envoient des takes désastreuses juste avant les finales NBA, ce sera donc mardi prochain. On pourra faire la finale de la Ligue des Champions, quel qu'en soit le résultat. Oh là là, toi t'aimes jouer des jeux vilains. L'Arlequin, c'est donc rue de Rennes dans le 6e arrondissement. On se retrouvera à partir de 18h. Foncez sur la billetterie, elle est juste ici, dispo en premier commentaire. Faites en sorte que ce soit sold out. Il reste encore quelques billets et comme ça, on pourra préparer un magnifique programme pour ce mardi soir. Ouverture des portes 18h, émission 19h, ça dure 1 heure environ, de 19 à 20h et après de 20h à after work. On mange un bout et on boit un truc. Exactement, et on revient sur l'élimination des Wolves. Voilà. C'est pas encore fait. Ou pas Bastien. Et ni les Knicks, ni les Wolves ne sont éliminés au moment où on fait cette vidéo. Est-ce qu'on aura Thunder, Pacers en finale NBA? L'histoire là, ils sont en pole position. Nous dit oui. L'histoire et les probabilités sur à peu près 320 occurrences de 3-1 lead dans l'histoire des playoffs. Il y a combien de remontées? Il y a eu que 13 remontadas qui ont été effectuées. C'est moins de 5%. Ça pique. C'est un peu compliqué. Ça pique. C'est très très méchant. On va faire pas forcément dans le sens chronologique, c'est-à-dire le Wolves Thunder qui a d'abord eu lieu, puis le Pacers Knicks. On va plutôt revenir sur ce qui vient de se passer. Ouais. New York Indiana Game 4, Alex, on avait parlé justement de ce 4e carton monumental offert par les Knicks avec un Karl Anthony Towns de gala. On avait parlé à la fois des bonnes utilisations de Miles McBride et d'autres garçons. On était content de voir New York s'en sortir dans le Money Time, équipe qui est capable de tenir fort. Première équipe de l'histoire des playoffs à remonter 3 fois un 20 points déficit, 3 fois mené de 20 points et sont revenus en playoff. Mais dans la vidéo de lundi dont tu parlais à l'instant, on souhaitait voir Indiana revenir avec du basket sérieux, concentré et les leaders présents. On l'a eu. Ça a été le cas. Indiana aussi, tout au long du match, a utilisé une arme qui fait très très mal aux Knicks, et je trouve que les Knicks d'ailleurs là-dessus n'ont pas été, forcément peut-être qu'ils étaient un peu embourbés dans le truc, mais ils n'ont pas été très bons tactiquement, c'est-à-dire que dès le début du match on démarre sur un rythme effréné. Genre là j'étais en train de regarder, il y a 78 points, 43-35 de marqués dans le premier quart. Un rythme de fou malade. Alors oui, c'est vrai que quasiment tous les tirs rentrent et tout, un rythme de fou malade. Ça ne convient pas aux Knicks, ou en tout cas, non, c'est pas vraiment ça. Ça convient beaucoup mieux aux Pacers. C'est plus ça la vraie phrase. Ça génère des erreurs que les Pacers sont extrêmement bons pour exploiter. En plus, un des trucs où les Pacers sont très bons, c'est qu'ils font très bien circuler la balle. Donc quand il s'agit de jouer vite, eux, ils arrivent à jouer vite sans forcément avoir des gars qui courent. Il y a des gars qui courent, hein. Mais leur circulation de balle est telle que ça génère beaucoup plus de passes d'aise, beaucoup plus de décalage, beaucoup plus de tirs ouverts. Donc sur le temps,
petit à petit, d'ailleurs, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Le rythme a été effréné tout le match. Indiana a été devant tout le match. En fin de match, les Knicks ont eu un shot, hein, comme on dit, ça revient à 5 ou 6. Ça revient à 6 à 3 minutes de la fin. Ça revient, ils sont là, ils ont tenu le rythme, mais dans cette espèce d'échange en run and gun, à qui va shooter le mieux et courir le plus vite, les Knicks ont fini par craquer. 2 raisons principales à cela. La première, c'est que les Pacers sont un petit peu plus deep et un peu plus habitués à avoir besoin des points. Là, c'est Bénédicte Mathurin, par exemple, qui a mis 20 points. Super. Tu vois, on a encore 30 points de Siakam, attention. Hein. De toute façon, les Pacers avec Siakam à 30 points, c'est dur à prendre, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et d'autres gars comme ça, Miles Turner qui a mis des gros tirs, Naismith qui est venu attaquer le cercle et tout. Donc, ils sont plus deep là-dessus que les Knicks. Et la deuxième raison, les Pacers ont été capables, dans cette espèce de match de run, un peu, il y a eu beaucoup de runs dans ce match. Beaucoup de runs. D'ailleurs, en début de troisième quart-temps, les Pacers remettent un 13-0, je crois, pour démarrer le troisième quart. C'est à cheval entre la fin du second quart et le début du troisième. Quand tu cumules les deux, ça donne un 13-0. Il y a un gros run. Ça fait mal aux Knicks. Et les Knicks, là, moi, où ils m'ont un peu, vraiment, je dois le dire, déçu sur la deuxième mi-temps l'année dernière. La nuit dernière, pardon, oui. C'est l'incapacité à proposer des ajustements tactiques défensifs de la part des joueurs aussi. Je ne parle pas forcément de Thibodeau, hein, ou à se faire violence pour faire les quelques petits stops qui auraient pu te permettre de prendre un match de traînard. Ça aurait pu, avec la clutchitude de Towns et de Brunson. Après, défensivement, Brunson, va falloir qu'on en parle. Je l'adore, je l'adore. Mais il se fait cibler. Hein. Il se fait cibler et à juste raison. Ah mais tout à fait. Donc moi, voilà. Sur l'ensemble du match, pour revenir sur ce que tu dis, premièrement, ce serait génial qu'une chaîne sur YouTube parle dans la preview de la série de l'énergie des deux équipes et du fait, mot pour mot, que si New York laisse Indiana jouer la transition, jamais ils vont tenir dans la série. Ça, on a parlé de toi et moi il y a 10 jours. Là, il y a la pace qui est du match, c'est de ça dont tu parles, le nombre de possessions et donc la pace. Le jeu des possessions, la pace, n'est l'énergie. pas bonne. D'ailleurs, j'étais en train de chercher, c'est bien ça que j'ai noté de Terry Carlisle quand il se fait interviewer sur le côté. Au début du 4e quart, quand il y a le jeu qui commence, il dit « We just have to keep this pace ». C'est bien ça, c'est bien ce qu'on dit. Et il a dit ça, Rick. Absolument. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as le coach qui le dit, c'est super. Et quand tu as ton meneur Dragster qui réalise un des meilleurs matchs de sa carrière, si ce n'est le match le plus important de sa carrière, et qui le répète, parce que Tyrese Haliburton, phénoménal sur ce Game 4, qui est en train de mettre un point d'exclamation sur des playoffs de très très haut niveau. On est sur un match absolument historique. Et je vous remets les stats évidemment sous les yeux parce que le Pépère, il nous a quand même envoyé 32 points, 12 rebonds, 15 passes, 0 ballon perdu. Il y a 4 interceptions. Il y avait quasiment un triple-double en 20-10-10 à la mi-temps avec que des bonnes décisions. Et lui aussi, qui portait un micro pendant le match, Tyrese Haliburton, on l'a entendu, parce que tu sais, après ils font des best-of de ce que les joueurs ont dit. Haliburton, il dit « Les gars, on pousse le rythme, on y va, ils sont dans la pénalité, on va droit à l'arceau et on pousse la pace. Si on le fait, ils ne tiendront pas. » Il restait 7 minutes 52 à jouer dans le 4e quart. Les Knicks étaient déjà dans le bonus, dans la pénalité avec des lancers qui tombent. Et c'est vrai que là-dessus, je la donne aux fans des Knicks. Pour avoir vu en direct les fautes qui ont été données. Il y a des calls de merde. Il y a eu 4 fautes qui ont été données en 12 secondes. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Ça, c'est sûr et certain. En 12 secondes En 12 secondes, il y a eu 4 fautes qui ont été sifflées sur les Knicks. Ouais. Aussi peu que ça? Ouais, il y a une séquence de 12 secondes où il y a 4 fautes sur les Knicks. Après, il y en a une là que j'ai bien en tête où vraiment le call est chelou. Après, il y a aussi les joueurs, quoi. Les joueurs. Ah, mais attends, il y en a qui. Tu sais, c'est comme le gars qui doit pas faire faute et qui tente l'interception. Ah, non, mais... Il prend trop de risques, en fait. Il y a des moments où il faut savoir aussi garder soit les mains dans les poches, c'est une expression, vous avez compris, mais il y a des moments aussi où il faut savoir éviter la faute à la con, non? Je te confirme. Regarde, mais je suis d'accord. Ce screen que j'ai envoyé en pleine nuit, excuse-moi, tu es quasiment dans la pénalité. Carl Anthony Towns, il prend la main. Il est con, quoi. De Miles Turner sur un écran. L'arbitre, il voit ça. Miles Turner, du coup, logique. Miles Turner, il fait ça. Il fait je tombe. Oh là là. Bon, bah. Allez, mais il est con. Mais oui, bien sûr. Non, mais elle est stupide. Je dis pas que c'est un bon call. Hein. Non, bien sûr. Mais Carl Anthony Towns doit être plus malin que ça. Bien sûr. Juste sur Tyrese Haliburton, qui évidemment est exceptionnel sur ses playoffs. Il est incroyable. Il est énormissime. Moi, tu sais ce que je pense de Tyrese Haliburton. Même si j'ai pu être dur sur le top 10 de cette saison des meneurs, j'ai un amour absolument fou pour lui. Et entre la série face aux Bucks, la série face aux Cavs et la série qu'il est en train de faire face aux Knicks, c'est quand même un truc de très très grande jeune superstar. Là, il sort son meilleur match en carrière, en playoff, au meilleur moment. Et bien sûr. Et c'est peut-être un des meilleurs matchs même de l'histoire des
Pacers en playoff, parce que, attention, c'est une franchise qui existe depuis longtemps, mais Ça rigole pas, des triples-doubles en playoff, ils l'ont montré hier soir, il n'y en a pas eu des masses. Dans des matchs aussi Zéro importants, turnover et tout. zéro turnover. Il n'y a que Jokic et Oscar Robertson qui ont été capables d'atteindre ces niveaux-là statistiques. Alors après, ce qui est cool, c'est Rick Carlisle, il dit, bon, les stats, on s'en bat les reins parce qu'il faut surtout mettre en avant le collectif, mais quand même. Quand même. D'ailleurs, à Liberton, 15 passes d'ess, ça va, il le met en avant le collectif. Tout à fait. Il y a pas Non, de mais souci. c'est vrai. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je suis très content que tu mettes en avant la pace parce qu'on en parlait dans la preview et New York ne tiendra pas sur ce rythme-là. Deuxièmement, Tyrese Haliburton est énorme. Et oui, on y va. Moi, je peux sortir tout de suite l'arbalète. Je la faisais sur la dernière vidéo. Les Knicks qui continuent à croire qu'avec Jalen Brunson et Anthony Towns, sans ajustement défensif pour les couvrir, ils vont pouvoir tenir, ça n'a pas de sens. Le 4e quart qui est remporté sur le Game 3, c'est un run avec toi qui as félicité Landry Shamet, avec moi qui parle d'Elon Wright. Là, on a fait une émission, on mettait ces gars en avant. Et ils se sont fait entrouvrir la gueule. Dès qu'il y avait Jalen Brunson sur le parquet avec 4, mais les yeux d'Haliburton et de Siakam, ils étaient comme as, les gars. Mais du coup, c'est quoi la solution? C'est que dans des money time serrés comme ça, tu te prives de 4 ou tu te prives de... Brunson, je pense que c'est impossible de s'en priver. Même s'il se fait cibler en défense, il est trop fort en attaque, c'est lui qui te porte, je trouve, ton attaque. Donc tu te prives de 4. Tu joues avec Hart, Anunoby, Mikal et Mitchell Robinson, par exemple. Je te confirme que c'est compliqué. Hein. Tu vois, c'est ça. C'est tu un vois. sujet qui est tendu. C'est parce que c'est bien, je l'ai l'équation, je la comprends. Mais comment tu la résous? Moi, j'avoue que ce qui m'a fait chier côté tendu, Knicks, tout à fait, c'est tendu. Moi, ce qui m'a fait chier côté Knicks, on avait eu un super Miles McBride sur le Game 3. Là, il a été pas trop utilisé. Il n'a même pas, il y a eu 10 minutes à peine, et 15, et on ne l'a pas revu sur le terrain. Alors qu'il a la longueur, la mobilité et la ténacité pour tenir en défense. On a eu encore du bon Delon Wright. Donc ça, c'est sur la ligne extérieure. Jalen Brunson, sur le Game 3. Même Shamet, moi j'ai bien aimé. Les passages de Shamet, ça va. Ça va, exactement. Sur le Game 3, si je dis pas de conneries, Ouais. Brunson, il revient à 3 minutes de la fin. Je sais que c'est tendu, je sais que c'est prendre des risques parce que tu fais très bien de le dire, il a des énormes capacités offensives dans le money time et j'aime Jalen Brunson techniquement, le joueur, etc. Mais le culot qui avait été fait par le staff des Knicks sur le Game 3 de le faire rentrer un petit peu plus tard, aussi parce qu'il était KO et qu'il y avait des fautes qui étaient prises dans tous les sens, j'ai le sentiment sincère, je pourrais mettre ma main à couper que dans le staff des Pacers et sur le parquet, il y a certains joueurs qui se disent « Les gars, juste attaquez sur Kat et sur Brunson, mais provoquez pas trop de fautes parce que si on leur fait provoquer des fautes, ils vont sortir du terrain. » Alex, je te jure, je pense sincèrement que les mecs sont suffisamment malins pour se dire « Si on les garde sur le parquet, on les entrouvre. » Les minutes des Knicks avec eux deux défensivement, c'est un enfer. C'est pas bon. C'est un enfer. Ouais, et puis en plus, les Pacers, comme je le disais en intro, il y a Haliburton qui est incroyable, évidemment, mais tu as aussi Siakam qui est quand même sur cette série. Siakam, sur cette série-là, énorme. C'est le meilleur joueur du front de court de la série. Et tu peux me dire que c'est le meilleur joueur de la série, moi j'ai pas de problème. Bon, et Haliburton quand même. Bref. Énorme Haliburton. Mais c'est vrai que Siakam, il a 30 points de moyenne. Il a 30 points de moyenne sur la série? Non, je pense pas. Non, quand même pas, fais voir. Attends, bouge pas, je regarde. Pascalou, 25,8 sur la série, avec 5 rebonds et 3 passes. C'est bien, hein, mais Haliburton, il est à 24 points, un peu plus, 7 rebonds, 11 passes, 2,5 interceptions. Non, c'est un grand malade. Non. Le truc avec Siakam, c'est qu'il est genre à 50% à 3 points. Efficacité de ma boule. Et dans le money time, parce que hier, là, quand ça commence à un peu avoir les miquettes, tu as dû le voir aussi. Ah, il fait plaisir. Siakam post-up, Siakam rebond offensif, Siakam pour Turner, Siakam à 3 points. Il contribue à des petits stops et tout, parce que bon, on ne va pas dire, hein, c'était pas un match très défensif. Même la défense des Pacers, elle a posé quelques petits stops qui ont fait du bien pour générer des transitions, mais dans l'ensemble, c'était quand même pas un grand match défensif des deux équipes. Après, les deux équipes étaient assez en feu, avec pas mal de tirs qui rentraient. Anunoby a mis quelques tirs, Kat a mis des tirs, Brunson a mis... Tu vois, ils ont vraiment eu... Voilà. Et de l'autre côté, c'était pareil, tu avais plusieurs joueurs qui ont mis leurs tirs. Donc, tu as deux équipes avec des bons pourcentages de réussite. C'est aussi parce que ça va. C'est quand même deux défenses contre lesquelles, là, tu avais moyen de te procurer des tirs ouverts. Bien sûr. Et à ce jeu-là, moi, c'est là où ça m'énerve de la part des Knicks, en fait. Parce que les Pacers jouent à ce jeu-là, on s'y attendait. À la limite, moi, je suis plutôt surpris depuis le début des playoffs par leur qualité défensive. Mais ce genre de match, pour moi, est un Pacers game. Absolument. Et les Knicks doivent être prêts à ce genre de choses pour casser le rythme, trouver des solutions défensives qui permettent d'avoir plus de jeux sur demi-terrain. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Et ils ont eu beau recoller, je sais pas, à aucun moment on a vraiment le sentiment qu'ils peuvent le prendre. Non, vraiment. Je suis d'accord.
Sur cet aspect défensif, puisque tu me posais la question, si on devait explorer quoi que ce soit, parce qu'on a quand même un Game 5 de retour au MSG à l'avenir. Jamais, Non, elle n'est pas finie la série. Hein. Elle est Absolument. mal embarquée pour les Knicks, mais elle n'est pas finie. Hein. jamais les Knicks pourront remporter un match dans cette série si on est sur des standards à 250 points. Non, c'est Ce mort. n'est pas possible. Même si c'est allé, certains vont me dire c'est allé jusqu'en prolongation au Game 1, je veux rien savoir. Le match remporté par les Knicks, c'est quand les Pacers ils sont maintenus à 100 points. Environ, ouais. Il y a 106 à 100. Hein. 105, ouais, non mais c'est ça. Je crois, un truc comme ça. Oui, il y a 106 à 100. Mais je veux dire, faut pas trop que ça ait chatouillé les 110, quoi. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on. T'as dit que c'était pas mal sur certaines minutes de Shamet. Moi, je trouve que McBride devrait avoir plus de minutes. Est-ce qu'on stagger un petit peu plus les minutes de Brunson et de Kat? C'est-à-dire que quand Brunson est sur le terrain, tu peux peut-être être un tout petit peu plus sur du Mitchell Robinson potentiellement. Et quand il y a Kat, un petit peu plus. Il y a eu encore des bonnes minutes de Kat avec Delon Wright et toute la clique. Hein. Oui. Est-ce qu'on tente pas ça plutôt que d'avoir forcément les deux et ils se font ouvrir? Est-ce que Mikal Bridges aussi peut être un peu plus régulier aussi? Ok, il a des missions difficiles. Hein. Il est souvent en premier rideau sur Haliburton, c'est vrai. Bah, c'est pas un succès. Hein. Et c'est une mission compliquée, il faut reconnaître. Oui, mais c'est faut pas donner du crédit aussi à Haliburton. Ah oui. Il met à mal un normalement très bon défenseur. Mais Mikal aussi se fait rentrer dans la tête. Et je sais pas, je pense que les Knicks auraient intérêt à, quitte à cramer un joueur, dire à Mikal, on veut bien en fait à 3/4 de terrain. T'es sur Haliburton, t'essaies de ralentir la montée de balle, il va être obligé de la lâcher, c'est déjà une victoire pour nous. Ça va être Nesmith ou Nembhard, qui sont des bons joueurs qui vont devoir être les initiateurs, ça nous va. Ça va aller moins vite déjà, tu vois. Tu avais suggéré dans la vidéo précédente de mettre un Mikal en sortie de banc. Ah ouais, je maintiens. Tu doubles mise? En fait, pour moi là, au vu du match 3, de ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on disait défensivement, Brunson 4, et de Mikal, comment il a du mal à être régulier, soit c'est Mikal, soit, et je sais que ça n'arrivera pas, c'est Karl Anthony Towns. Ouais, ça c'est mort. Non mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais en gros, en termes d'équilibre, je parle d'équilibre pur. Pour jouer ces Pacers, je pense qu'Anunoby, oui, il va se faire un peu manger par Siakam, mais tu mets Robinson dessus et tu demandes à Anunoby d'être un peu au loin sur Miles Turner, j'en sais rien. C'est le dernier à pointer du doigt en défense. Exactement. Tu vois, bon, il y a eu un match quand même, il était dans la popoche de son ancien coéquipier quand même. Hein. Pascal, il a fait, tiens, t'es là, OG. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens bien là. Hein. Je sais, tu vois, non, c'était chaud. Mais il peut travailler. Ensuite, Josh Hart, moi j'aime bien son cœur, ce qu'il envoie et tout. Et en premier rideau, tu l'envoies sur Haliburton et puis c'est tout. Ça s'est pas bien passé le switch sur le banc pour Josh Hart. Non, c'est pas ouf. En fait, tu perds de l'impact d'énergie de Josh Hart, notamment dans le début de match. Et en plus, Josh Hart, comme c'est un mec qui peut vraiment venir t'apporter des rebonds offensifs, un peu comme Robinson, du coup, ça t'en fait deux. Ça peut te permettre de ralentir un peu le jeu. C'est-à-dire que quand tu prends des rebonds offensifs, par définition, tu n'enquilles pas une contre-attaque. Par définition. T'es d'accord? Ah, mais complètement. Donc, tu casses un peu le truc. Donc, je me demande si Tom Thibodeau, pendant qu'il y est, a envoyé des Delon Wright, des Landry Shamet, des machins. Même Precious Achiuwa qui est rentré en jeu hier soir. Voilà. Tout le monde était sûr. Allons-y. Tentons des choses. De toute façon, t'es mené 3-1. Et je me demande si Mikal, lui, un peu plus balle en main, il va plus jouer des Ben Shepard et des McConnell. Et puis, pourquoi pas, en fait? C'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver, en fait, la position de Mikal parce que... Après, c'est dur, là, ce qu'il lui a demandé. Hein. On lui demande de rentrer ses tirs, de défendre sur Haliburton, de ne pas faire d'erreur, de naviguer dans les écrans, de faire les bons switches. C'est pas facile. Mais il n'y arrive pas. C'est pas facile, mais il n'y arrive pas. Et c'est un problème parce que c'est aussi pour ce genre de moment qu'il a été récupéré à prix cher. Et donc, il faut qu'il trouve sa place dans cette série. Et ça commence à être un petit peu tardif pour trouver la place d'un de tes joueurs les plus importants. Donc, ça peut être de la sortie de banc, ça peut être de changer certaines couvertures défensives parce que tu te rends compte que Indiana, par exemple, ils ont dit, OK, ça va très bien comme profil de mettre du Nesmith sur Jalen Brunson. Et ça cartonne parce qu'il a un torse et une mobilité et un jeu physique qui va avec le côté bully de Jalen Brunson. Peut-être que c'est pas forcément Mikal. Peut-être c'est OG qu'il faut envoyer. Quand on parlait dans la dernière vidéo d'être un peu plus nasty, un peu plus physique et d'avoir de ce genre de défenseur, peut-être que ça passe aussi par notamment du OG Anunoby. Tu n'as pas le choix, tu peux pas laisser Haliburton faire des matchs comme ça où il perd pas un ballon et tout. Enfin, genre, tu peux pas, c'est pas possible, faut le violenter. Quoi. Exactement, et je vous jure, regardez le replay avec du popcorn. Haliburton, dès que Jalen Brunson était sur le terrain, tout ce qu'il demandait, c'était de ramener son coéquipier défendu par Jalen Brunson. Bien sûr.
switch pick and roll, Brunson dans le rétroviseur, et tu avais soit Miles Turner qui était ouvert, soit un autre type. Ouais, c'était un régal. Donc, il faut que quelqu'un lui colle au slip à Tyrese, parce que c'est la tête du serpent. Hein. Enfin, je veux dire, Oui. c'est lui qui va mener Indiana vers les finales NBA s'ils y vont. Il faut jouer moins vite et il faut absolument que Tyrese Haliburton ait un peu moins de liberté. Quitte à prendre des risques et à le trap parfois, il faut absolument qu'il lâche plus cette balle. Obligatoire. Mais c'est dur. La défense des Knicks doit se craquer. Et parce que c'est quoi l'histoire? Ils vont se faire fumer 4-1 en perdant le dernier match au Madison Square Garden? Il y a de tout hein, dans les pronostics. Et il y a des gens, moi j'en ai vu certains qui ont dit heureusement que Kat fait un money time de faux game 3 parce que sinon il y a des termes très sales qui seraient utilisés. Bah ouais, ça serait fini. La série serait finie peut-être là. Est-ce qu'elle est finie pour autant? Est-ce qu'on retourne à Indiana? Moi je pense qu'on retourne à Indiana. Ouf. Toi tu dis que ça finit là-bas? Game 5 ou MSG? Non, allez, ils vont le prendre. Ils vont se concentrer, ça va jouer moins vite, ça va jouer un peu plus dur. Il y a quelques petits calls qui vont tourner en leur faveur au bon moment. Ça va vrombir un peu. Et les Pacers, c'est pas qu'ils vont quit, mais ils vont se dire ok, on les finira à la maison. Peut-être qu'on va passer, tout à fait. Peut-être qu'on va passer de 17 ballons perdus à genre 12. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Par Tu exemple. vois le nombre de passes d'ess aussi? 17. 17 et en face. Haliburton a été plus propre que 29. Putain. Si tu veux la stat, oui, elle est réelle. Les Knicks ont fait 17 passes décisives pour 17 ballons perdus. Tyrese Haliburton a fait 15 passes décisives pour 0 ballons perdus. Pas possible ça, il faut les mettre plus la pression, c'est obligatoire. Non, mais c'est comme tu le dis bien. Non, allez, ça revient Indiana. Ça revient Indiana. Par contre, accrochez-vous les Knicks parce que quand même, faudrait pas le perdre 4-1 quand même à la maison. Ça serait quand même vraiment moche comme fin de playoff. Ouais, et. Surtout que là, il n'y a pas l'excuse des mecs blessés. Hein. Ils ont leurs joueurs. Hein. Ah, oui, bien sûr. Tout le monde est là. Hein. Et l'année dernière, ça s'est terminé au MSG. Alors c'était en 7. Mais après, il y avait des mecs blessés, Josh Hart, Brunson, blessés, mais attention, Indiana, ce que je veux dire par là, c'est que Indiana a montré qu'ils avaient la capacité à finir une série sur des terres hostiles, alors qu'on disait ça va être le feu, etc. Le truc que tu as le plus à surveiller sur le Game 5, ça va être quoi? Évidemment, le rythme que les Knicks vont essayer d'imposer, c'est obligatoire. Tu dois avoir un match plus lent. C'est la base de la base. Déjà, ça les aide en défense. Et ensuite, je pense qu'en attaque, ça ne change pas grand-chose pour les Knicks finalement. Ils sont très forts sur le demi-terrain, les Knicks. Entre Towns et Brunson qui peuvent mettre des tirs à tout moment, créer, ils ont des shooters et tout. Donc, rythme. Et il y a quelque chose à proposer défensivement pour absolument ralentir l'attaque des Pacers. C'est obligatoire. Est-ce que c'est des Mikal ou des Josh Hart qui doivent se craquer et être en presse quasi tout-terrain sur Haliburton pour ralentir au maximum la remontée de balle? Est-ce que dès qu'il passe à l'immédiat, est-ce que tu fais une petite trappe un peu furtive là pour l'obliger à lâcher son ballon? Ça va nécessiter des gros efforts, mais il y a pas à chier. Tu peux pas laisser les Pacers comme ça, avec autant de tirs ouverts, te foutre 130 points dans la gueule. Non, je suis d'accord. Tu les battras pas. C'est marrant cet aspect dont tu parles de pression toute, parce que Ben ça permet de ralentir la montée de balle, quoi. Ben Sheppard, TJ McConnell, Aaron Smith, Andrew Nembhard, ils ont eu l'instruction d'être en full court press 50% de leur temps sur la série. Ben c'est bien. Parce que ça fait chier les Knicks qui attaquent avec 12 secondes sur HD24. Ouais. Comment mener 3-1? Tu ne peux pas fournir ces directives-là et cet effort physique alors que tu as des McBride, Mikal, Oji, Josh Hart, pas mal de mecs peuvent le faire. Qui peuvent le faire. Mais tu sais quoi, même si Brunson il a envie de se craquer un peu, c'est pas interdit. Hein. Ben, ça, il a le droit. Hein. Il a le droit, mais Non, mais je dis pas qu'il faut qu'il le fasse à toutes les possessions. Mais on en reparlera. Mais une fois de temps en temps, il a le droit. Mais je suis bien d'accord. Et en effet, Brunson fait chier, quoi, parce que c'est un joueur techniquement et dans le money time qui est incroyable, et on continuera à louer son bagage technique, son footwork, son toucher, son leadership et tout, mais franchement, pas de deux poids deux mesures. On a ouvert en deux des joueurs qui étaient trop forts offensivement, mais où après on disait que c'était des plots. Cette série, c'est une série où Brunson se fait expose avec un E majuscule. Oui. Et c'est pas normal. Si les Knicks veulent aller loin, il faudra pas mettre les mains devant les yeux et dire non, le problème c'est autrui. C'est une multitude de facteurs. Non, je suis d'accord. Mais franchement, si ton leader il fournit pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est incroyable comment il se fait cibler. Il se fait cibler et de manière évidente. Enfin, les Knicks ne peuvent pas ne pas l'avoir vu. Ils l'ont vu et ils doivent réagir à ça. Et tu vas pas mettre Brunson sur le banc. Enfin, d'accord. En tout cas, pas tout le match. On retourne pour un Game 6. Allez. Indiana. Allez.
On dit ça? Allez, ça me va. Ce sera un J'y gros Game crois. 5 à surveiller évidemment au Madison Square Garden avec un public qui promet d'être bien bouillant, ma foi. Avant ça, on Change va de dans la série. conférence Ouest, On exactement. va à l'Ouest. Et on va dans le match qui a lieu ce soir, puisqu'il y a 2 soirs. Match 5. Exactement, on a eu un match 4 remporté par le Thunder sur le score de 128 à 126. Le match serré de cette série, puisque les 3 premiers n'étaient pas trop non plus des Non. contests assez proches. Hein. On l'a eu, notre Money Time. On a eu le test pour le Thunder en déplacement. On a eu Minnesota qui a la possibilité de compter sur un gros banc avec des snipers. On a eu plein d'éléments. Par où commencer, Alex? Parce qu'on va discuter de tout. On va parler d'Anthony Edwards, on va parler de Julius Randle, on va parler de Shea. Mais tu as vu ce match? J'ai vu, je crois même que tu étais debout dans la nuit Ouais, j'étais devant. pour J'étais en direct. tweeter dessus. C'est quoi que tu as noté et dont tu voulais parler en premier? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même sur ce Game 4. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut noter que en fait, si tu regardes les courbes de points du match, là je peux regarder, mais sauf si je dis des bêtises, mais il me semble bien. Fais voir les petites courbes là, on peut avoir un petit résumé assez pratique. Voilà. Le Thunder. Je vais le mettre en même temps sous les yeux. Le Thunder, tu regardes, tu vas ESPN fait ça très Ouais, bien. j'y suis. Le Thunder est devant grosso modo tout le match. Voire par moment, il y a un petit 10 points d'écart, tu vois, des choses comme ça. Et tout à la fin, les Wolves font un vrai beau recollé, très très beau, qui peut laisser quand même de sacrés regrets à cette équipe. Puisque maintenant elle se retrouve menée 3-1, elle vient de perdre à la maison, eux ils vont pas à la maison pour le match 5. Hein. Eux ils vont à Oklahoma City pour le match 5. La salle elle va être toute bleue et pas bleu Wolves. Hein, tu vois. Bleu-blanche à voir. Ouais, bleu-blanc, voilà, exactement. Donc c'était un match, quand tu es devant en direct, tu dis le Thunder, bien, belle maîtrise. Ah, ça joue bien. Moi, j'étais impressionné. Et Shai, et Jalen Williams. Jalen Williams fait un match 4 vraiment magnifique. Chet Holmgren, les grosses actions, les gros contres. Enfin, le Big Three, là. Voilà, le Big Three a vraiment cartonné. Hartenstein, toujours aussi difficile à faire jouer. Les Wolves vraiment le mettent bien en défaut. Mais en fait, il se fait pas chier, Denio, il le sort. Hein. Il fait jouer du Cason Wallace, il fait jouer du Caruso, du Aaron Wiggins. De toute façon, il a des options. Hein. On avait parlé lundi. Ouais, bien sûr, on en avait parlé, mais tu vois, Marc Denio, il regarde les apéros et il a fait oui, il a raison, Bastien. Nickel. Je ne veux pas trop faire jouer Hartenstein. Et donc. Enfin, tu l'avais ciblé aussi. Quand même. Bien sûr. Non, mais de toute façon, c'était évident. Ça a recommencé au match 4. Et donc, il a très peu joué. Là, on a son temps de jeu sous les yeux. 16 minutes. Il a pris qu'un tir. Il a pris que 6 rebonds. 4 rebonds offensifs quand même. Donc, ça compte. Mais donc, match vraiment belle maîtrise de la part du Thunder. Avec des Wolves qui, sans se faire blow-out, semblaient vraiment en galère derrière. Et en fait, sur la fin de match, ils ne sont pas passés si loin que ça. Ouais. Le Thunder a pris des risques. Moi, je ne suis pas sûr de la tactique de faire faute pour empêcher de prendre des 3 points et arrêter le chrono, laisser des mecs mettre des lancers et tout. Bon, ça, on pourra en discuter. Là, en l'occurrence, ils ont gagné. Donc, on ne va pas commencer à critiquer une tactique qui a gagné. Contre Denver, ça leur avait... Contre Denver, ça a été retourné pas très bien passé. Tout à fait. Tu vois, et... mais le Thunder a fait le match qu'il fallait à l'extérieur avec j'ai parlé de Jalen Williams et de Chet Holmgren, mais un énorme match à 40 points, quasiment triple-double. Je crois qu'il manque un rebond ou une passe, je ne sais plus. Shai Gilgeous-Alexander, énorme, voilà, un rebond il manque. 40 points, 9 rebonds, 10 passes. MVP. Énorme match. En fin de match, il arrondit beaucoup son total de points parce qu'en fin de match, c'est beaucoup sur lui que ça fait faute, les Wolves, et donc il va sur la ligne parce que les Wolves veulent exactement, parce que les Wolves veulent arrêter le chrono et donc ils font faute et comme c'est Shai qui se fait servir la balle, il a des lancers et tout machin. Mais il a dominé ses vis-à-vis. Il a fait beaucoup de mal à la défense des Wolves qui lui ont proposé plein de couvertures défensives différentes. On avait dit là, après le match 3, on avait dit oui, il le laisse un peu shooter, machin. L'autre, il a commencé à mettre des tirs. Après, ils le prennent d'un peu plus pressé trop. Il avance, il commence à mettre des flotteurs. Enfin, il lâche les ballons au bon moment. Il a vraiment fait un grand match. Match de MVP. De MVP. Et là où, à mon sens, les Wolves peuvent vraiment nourrir des énormes regrets, c'est que malgré ça, malgré un énorme match de MVP de Shai, malgré un grand match de ces deux lieutenants, Jalen Williams et tout, tu as le banc des Wolves qui envoie du sale. Vraiment du sale. Nickel Alexander-Walker, c'est un de ses meilleurs matchs en carrière. Dante DiVincenzo, on savait qu'il était capable de faire ce genre de truc, mais là, il a vraiment envoyé lourd. Et en plus, il a pas mal tenu la balle, il a provoqué, il a pas mal monté la balle et mis en place des choses et lâché quelques passes d'ess. J'ai adoré le match de Dante DiVincenzo aussi.
Nickel Alexander-Walker, qui rentre ses tirs, qui vient se battre au rebond, on lui file des responsabilités. Parce qu'il faut le dire, la défense du Thunder ciblait et va cibler et ne va pas lâcher Anthony Edwards. Et ils veulent pas que ce soit Anthony Edwards qui ait les décisions en main. Ils veulent pas que ce soit Anthony Edwards qui les punisse. Paris réussi. Paris archi réussi. Et désolé, je sais que les fans des Wolves là-dessus, ça les énerve et tout, mais désolé, mais moi, Anthony Edwards qui en sortie de match dit « Je me suis pas raté, j'ai fait les bons choix ». Et je considère pas... Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai fait le bon choix tout au long du match, donc je ne considère pas avoir galéré. Je n'ai pas eu assez de tirs pour dire que je me suis raté. Je ne me suis pas raté du tout. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, j'ai vu ta réaction. Moi, je suis pas d'accord. Je vois ce qu'il veut dire. Et je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Je dis juste que tu peux pas dire qu'il s'est pas raté. Pour moi, il s'est raté. Oui. S'il est vraiment un joueur du standing qui prétend être, il ne peut pas rester à 15 points sur un match aussi important. Il doit forcer, un minimum. Et même si la défense est forte, c'est quoi ? Donc Anthony Edwards ne peut pas shooter sur Cason Wallace ou Caruso ? D'accord, ok. Donnons les clés de la ligue au Thunder alors. Non ? Je suis d'accord. Ça va pas. J'ai vu ta réaction sur les déclats d'Anthony Edwards et je suis d'accord. Il a eu quelques tirs ouverts. Il est dégueulasse de loin. Il est à 1 sur 7. Voilà, c'est dégueulasse. On me dit oui, création, machin et tout. Finalement, il n'a pas tellement plus de passes d'ess que des Dante DiVincenzo et des Nickel Alexander-Walker qui, certes, avaient plus d'espace pour se balader et trouver des choses. On est d'accord et tout. Je dis pas que c'était une situation facile pour Anthony Edwards, mais c'est quoi l'histoire ? Jalen Williams et Shai, ils avaient une défense de merde en face d'eux ? Non. Non, je pense pas. Non. Là où je te rejoins, c'est... Ouais, ça me va pas ce genre de match. Et puis c'est surtout la déclare. Je suis totalement d'accord. Moi, je suis pas content du match au global d'Anthony Edwards. Il a bien défendu. Par rapport à son standing et ce qui est attendu de lui, et dans cette battle et individuelle et collective, tu ne peux pas dire face caméra sans trembler du menton, on a perdu un game 4 à domicile. De 2 points. De 2 points. J'étais à 20% à 3 points, j'ai provoqué que 7 lancers, j'ai autant de passifs que de balles perdues quasiment, et je suis à 35% au tir, donc je n'ai pas raté mon match. T'as raté ton match. Si, je suis désolé. Dans des circonstances difficiles, mais t'as raté ton match, je suis désolé. Exactement. C'est se mentir. Là où tout à fait, là où je voulais, c'est même pas modéré, là où je trouve que... Tu peux, là où en fait je trouve que Anthony Edwards s'améliore sur ses playoffs et sur cette saison, au-delà de son shoot à 3 points, c'est que le total de passes décisives parfois ment un petit peu parce qu'en fait, quand on vient doubler sur Anthony Edwards, lui trouve le coéquipier qui va décaler pour le coéquipier. Et donc en fait, si tu regardes les progressé à la création. Il en a 14 sur ce match-là. Donc il crée des décalages énormes. Par contre, je suis désolé, je te rejoins. Anthony Edwards, en face, tu as un gars qui a des responsabilités énormes parce qu'ils viennent de prendre une pilule de 40 points dans la truffe. Qu'est-ce qui se passe ? Shai Gilgeous-Alexander, il a pris 30 tirs. Je m'en carre le fion de ce que vous avez pensé. Il en a mis 13, c'est pas un si bon pourcentage. 30 shoots, exactement. Et donc cette agressivité-là, elle mène à quoi ? Elle mène à le kick-out pour Jalen Williams. Des décalages pour les copains. Exactement. Donc Jalen Williams qui met un énorme dagger dans le quatrième quart. Il oblige quart. la défense des Wolves qui est bonne. La défense des Wolves, McDaniels, Nickel Alexander, à faire des choix, à venir prendre à deux, à libérer des gars. Enfin, moi, en gros, ce que je reproche à Edwards principalement, c'est non seulement cette décla, mais bon, je pense que lui-même, il va réfléchir à ça, il va se rendre compte aussi que c'était peut-être pas la bonne décla, mais c'est surtout, ne fais pas ça au match 5. Parce que tu vas nous dire quoi ? On a éliminé, mais je me suis pas raté, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas forcé. Non, tout à fait. T'es là pour ça aussi. Absolument. T'es là pour prendre tes responsabilités. Je dis pas qu'il faut forcément qu'ils prennent 30 tirs, mais que 13, c'est pas assez du tout. Absolument, absolument. Et on en discutait hier tous les deux. Moi, je trouve que Anthony Edwards, il nous l'a montré aussi l'année dernière, et je laisserai les fans des Wolves me le confirmer. Dans la série contre Denver, on a des grosses montagnes russes. J'ai une déclat en tête l'année dernière de Anthony Edwards qui est reculé dans son siège. Denver vient de tabasser, tu sais, Jamal Murray qui shoot du milieu de terrain au buzzer, là, qui check et il dit « J'avais pas l'énergie ce soir, je jouerai mieux dimanche. » Oui, mais là, il n'a pas dit ça. Non, il a dit en gros, ça va. Tout à fait. Ce que je veux juste dire, c'est... Oui, il peut se réveiller. Anthony Edwards, non seulement il est capable de se réveiller, mais on est aussi sur un joueur qui nous fait aussi pas mal de chaud-froid, froid-chaud. Il est jeune encore, il doit apprendre plein de choses. Et au-delà de la jeunesse, il fait des froid-chaud, chaud-froid, donc peut-être que c'est aussi un joueur qui... Ça prend aussi avec l'expérience, la régularité. Ça prend, et peut-être que là, on va avoir un Anthony Edwards qui va être bien meilleur, mais en fait, il n'a pas le choix. Si là, tu ne nous fais pas un match de très haut niveau au Game 5, je suis désolé, on va te regarder, on va dire, mon gars, beaucoup de pubs, beaucoup de machins, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. On parlait de savoir, est-ce qu'il y a un écart minime ou assez large entre le meilleur arrière du monde et le deuxième. Là, au bout de 4 matchs, il est gigantesque. Et puis, ce qui est embêtant, c'est qu'il dit qu'il a fait les bons choix, qu'il ne s'est pas raté. Moi, je suis désolé, quand les Wolves font le push pour recoller,
J'aurais préféré, dans les 4-5 dernières minutes, voir plus Anthony Edwards, quitte à ce qu'il rate des choses ou quoi, mais essayer de passer l'épaule, essayer d'aller au cercle, même si le cercle d'OKC, il est bien protégé, tout ce que tu veux. Holmgren nous a fait Ok, un mais quoi, travail. Anthony Edwards, c'est pas le meilleur athlète ou quasi de cette ligue? Si, Bon, donc Et puis tu vois avec des robots offensifs, il se passe plein de en choses. fait, quand tu il vas à peut se l'arceau. passer plein de Bien choses. sûr. Là, Surtout moi, pour ce les qui m'embête, c'est qu'il l'ait pas assez fait. Wolves. Ouais. Et qu'il aurait échoué. En gros, il aurait, au lieu de faire 5 sur 13, il aurait fait 8 sur 22. J'aurais préféré. Ouais. Vraiment. Ouais, bien sûr. Et je pense que d'ailleurs, ça se trouve, s'il avait fait ça, les Wolves auraient gagné. Ah mais tout à Ça fait. se trouve. C'est ce côté Tu défaite vois, de 2 quand même, points regarde seulement. les pourcentages Mais quand bien même. sûr, Oh, mais il peut pas dire qu'il s'est pas raté. Bah, Quand tu fais des pourcentages pareils, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Tu peux tout dire aujourd'hui. Oui, d'accord, mais donc bon, Il y a il doit apprendre. Ah oui, il y a Randle aussi. Et il y a un autre garçon dont on va parler aussi, c'est qu'on a glorifié évidemment Monsieur Julius Randle Ah bah là, il sur ses s'est 2 premiers bien tours de chié dessus. playoff. Et la première mi-temps, je dirais, du Game 1, vraiment où il était étincelant à OKC. Depuis, c'est compliqué. Mais là, depuis, c'est compliqué. On retrouve certains axes de Julius Randle qui sont un peu moins plaisants. 5 points, 1 sur 7 au tir. Il a vraiment été calamiteux, c'est ce qu'on titrait notamment. 1 sur 7 au tir, 0 sur 3 de loin, 5 pertes de balles pour 3 passes décisives. Et ça vient à la décharge d'Anthony Edwards pour le coup. Parce que pour le coup, quand Randle joue comme ça, ah bah c'est beaucoup plus facile pour OKC d'aller doubler, d'aller faire Bien chier Edwards sûr. et de faire en sorte qu'Edwards doive lâcher son ballon et puisse pas trop être agressif. Parce que forcément, si ta deuxième potentielle option offensive, c'est tes mecs de banc, mais que Randle n'est pas dans le coup, ça facilite grandement la tâche des défenseurs du Thunder. L'autre truc, moi, qui me saoule avec Randle, je sais pas ce que t'en penses toi, c'est genre Jalen Williams se balade quand même beaucoup là. Oui. Beaucoup. Et il y a souvent parce qu'il y a Randle. C'est un peu chiant. Je pensais pas qu'on allait en revenir là parce que les 2 premiers tours de Randle, on était là à se c'était faire des super. genres défensivement et offensivement, mais C'était- défensivement. non, on mais disait c'était genre, bien. What the fuck? Là, franchement, Jalen Williams s'est bien baladé. Là, dans le match 4 notamment, il y a vraiment des moments où il crée l'espace trop facilement. Il y a ça, il y a des cutbacks de Caruso, il a mis 2-3 layups Ouah, là sous le panier. on se dit Caruso, genre, il en a à trop. qui Et c'est soit lui, Ils soit sont pas un tous invité. pour Randle. Non, mais je dis, des décalages défensifs, parfois on les singularise autour de un joueur, mais ils peuvent être aussi la résultante de joueurs qui ne font pas confiance à leurs coéquipiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit être sur Caruso, parce qu'il a peur du fait que Randle ne va pas forcément gérer sa rotation, du coup tu peux over-aider, tu sais, ça arrive parfois, même souvent, et donc du coup tu as un mec qui se retrouve tout seul. Ce genre de domino-là, à un tel niveau, on est fin mai, on est en finale de conférence, bah, c'est ce qui fait la différence. Ouais, et puis ce qui est énervant, ça se voit bien là, dans l'analyse qu'on est en train de faire, c'est que, en fait, on est en train de critiquer le match des Wolves alors qu'il y a quand même un vrai bon match. Il y a plein de choses positives. Mais en fait, on critique tous les petits défauts du match des Wolves. Et il y en a quand même un joli paquet de petites choses qui auraient pu être mieux faites de la part des Wolves. Et ils perdent de 2. Oui. Et donc là, il y a vraiment un truc à se dire côté Wolves. Ok, je sais, ils vont à Oklahoma City, c'est compliqué. Mais il y a un truc aussi où ils doivent aller chercher au fond d'eux-mêmes les joueurs et se dire, putain, en fait... Moi, Anthony Edwards, si je vais chercher quelques lancers de plus, 2-3 lay-ups mieux, ou tu vois, en fait, je fais peut-être la différence. Randle, si tu te craques un peu le cul et que la défense est un tout petit peu plus équilibrée, alors parce que tu n'auras pas Nickel Alexander et Dante DiVincenzo en feu comme ça à tous les matchs. Alors, je leur souhaite, Je leur souhaite, mais c'est quand même pas la norme, si j'ose dire ainsi. Absolument. Mais tu n'auras peut-être pas aussi et Chet Holmgren et Jalen Williams comme ça et tout. Donc, en fait, les Wolves doivent bien comprendre ça et se dire, ils sont là dans cette série-là. Ils ont vraiment raté un coche relou. Il aurait dû avoir Il y a 2-2 pour eux. possibilité de faire le 2-2. Pour eux, ils auraient dû. Et là, il y a 3-1, tu vas à l'extérieur. Mais en fait, ils sont là. Ouais. Ça, c'est frustrant. Exactement. Pour autant, ils ont quoi? Ils ont 24 ans de moyenne d'âge en face. Ah oui, non. Et on va devoir parler un peu du Thunder parce que tu sais ce que j'en pense. Moi, je pense qu'on est en train de parler du futur champion NBA. Et ils avaient des tests à devoir passer sur ces playoffs. C'est propre. Putain, il y avait déjà la série contre Denver. C'est propre. On avait eu, toi, tu avais été bluffé par le Game 4, surtout la fin du Game 4, je crois, tu sais, à Denver, où il y avait eu le retour, la gestion du Game 5, où Denios avait fait, les gars... Bon, je vais pas Là, faire celui-là, face c'était un caméra, bon test. Putain, mais le Thunder, À le Minnesota Thunder, et quoi. tout. Ils se prennent, hormis Anthony Edwards, je suis d'accord, mais ils se prennent la pleine balle d'un match que Minnesota doit gagner 99 Tout fois. le temps. Et ils tiennent. Et tout le monde a répondu présent. Le match que fait Shai est incroyable. C'est un match, si vous continuez à ne pas respecter Shai Gilgeous-Alexander en tant que basketteur, je ne sais plus quoi faire.
s'il était dans votre équipe, vous seriez mais sur le cul. C'est des deux côtés du terrain. Il y a eu de tout. Il est venu aider au rebond défensif quand il y avait des gars qui boxaient comme des ânes parce qu'on était en small line-up. Il y a des shoots mid-range dans le dernier quart, le décalage alors qu'il fait un grand écart, passe entre les jambes de je sais pas qui là pour et il a fait beaucoup de bons choix. Il a raté des tirs, mais il a fait beaucoup de bons choix dans le money time. Bien sûr, les lancers, ça rentre. Jen Williams, il répond présent. Et on se posait la question avant les playoffs, est-ce que Jen Williams est le sidekick avec Chet Holmgren? Il fait plus que répondre présent. Putain, est-ce que Jen Williams et Chet Holmgren sont les sidekicks d'une équipe qui peut aller chercher le titre? OUI, oui, ouais, ils peuvent. Et puis Chet Holmgren, le truc c'est que quand Chet Holmgren, il y a eu 2 ou 3 pick and pop où Chet Holmgren a mis soit un 3 points, soit un long mid-range, quoi. Ça, c'est l'enfer pour une défense. Ben oui. Ça, oui, après, le pick and pop où Chet Holmgren il commence à te foutre des 3 points dans la bouche. Ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de défenses qui vont pouvoir jouer le Thunder, vu qu'après, tu as genre Jalen Williams, mettons c'est Shai et t'as allez, c'est Lugensdort. Tu pries pour que ce soit Lugensdort qui ait l'extra passe et qui shoot, mais il est capable de t'en mettre. Hein. Ce serait, hypothétiquement, une superbe match-up d'imaginer comment est-ce qu'un intérieur contreur fuyant comme Chet Holmgren s'opposerait à un intérieur contreur fuyant comme Miles Turner. Ah bah grave, incroyable. Parce que là, on est sur ce genre même de profil. Même Pascal Siakam face à Jalen Williams. Et tout, parce que je pense qu'Hartenstein contre les Pacers, si c'est cette finale. Hein, si on en fera la preview. Je suis pas sûr que... Enfin, je pense que ça peut être une série compliquée pour lui aussi. Ça peut être énorme, mais vraiment pour le coup, le Thunder, parce qu'en effet, on a à juste titre bien tapé sur Edwards et sur les Wolves parce qu'ils doivent prendre ce match. Mais je pense qu'ils doivent le prendre, moi aussi. Mais je t'avoue qu'avec tout l'amour que j'ai pour le Thunder depuis des mois, ils continuent à me bluffer les types. Est-ce qu'on se rend compte là de leur niveau, les mecs? Ils se ramènent. Le match 4 là, c'est un match d'équipe qui sait en fait. T'as l'impression qu'ils ont déjà gagné 2 titres et ils sont là genre dans le dernier quart là. Le public il est chaud, il commence à avoir des divines balade Jalen Williams, il va mettre un petit mid-range, on a besoin d'un panier. Y a pas de exactement, il n'y a pas de problème. Les gars, calmez-vous, calm down, on est tranquille. Visez sur Chet Holmgren parce que, comme tu le dis bien, une fois qu'il a shooté à 3 points, ensuite il y a pump fake, il va à l'arceau et bah alors là, il finit, tu vois. Ils me montrent un niveau de maturité qui me bluffe et du coup, on va se projeter sur le Game 5. Est-ce que tu penses qu'on retourne à Minnesota? Moi, je te le dis sincèrement, quand je vois leur maturité, je pense qu'ils ne vont pas du tout reprendre les mêmes risques que face aux Nuggets. Ils terminent à domicile. Je pense pas. Après, les Wolves ont des arguments. Oui, oui. Les Wolves peuvent réussir un bon début de match, s'y accrocher. Il faut qu'ils réussissent un bon début de match, s'y accrocher et avoir un Anthony Edwards plus agressif et tenir. Mais clairement, ils ne sont pas du tout favoris. C'est à OKC. OKC a l'occasion de terminer, d'être qualifié pour les finales pour la première fois depuis 2012. C'est 2012, 2012. Voilà, donc l'opportunité est incroyable pour cette franchise qui, je le rappelle, a des pics de draft à l'avenir, a plus quoi savoir en faire et a un noyau de jeunes joueurs, au-delà même du Big Three. Hein. Quand tu vois les playoffs de Cason Wallace ou de Aaron Wiggins ou de gars comme ça, tu te dis, putain, il y a des même Lugensdort, il a quel âge en fait? Non, c'est marrant, il a 28-30 piges. Lugensdort? Non, Lugensdort, il n'est pas plus vieux que Shai, hein. Si? Lugensdort, il a 26 ans, voilà, 99. C'est ça dont je parle. C'est ça dont je parle. C'est ça. Donc non, voilà, l'avenir de la NBA appartient vraisemblablement au Thunder, sauf qu'on ne sait pas combien de temps ça dure l'avenir. Donc à eux de le prendre tout de suite. Faut le prendre là. Ouais, clairement, moi comme ça, là, j'aurais tendance à dire que ça ne revient pas à Minnesota. Moi aussi. Et que tu sais quoi? Si ça revient à Minnesota, ça veut dire qu'ils auront fait un match, un Game 5 à l'extérieur. Ouais, parce qu'aller gagner là-bas au Paycom, c'est pas donné à grand monde. Surtout dans un match à élimination et tout, oh là là. Il n'y a qu'une équipe en fait qui a réussi, c'est le Game 1 de Denver. Oui. Avec le shoot de Aaron Gordon. Oui. Et il a fallu en effet, comme tu le disais bien là, faire faute alors que tu es à +3. Denio, on se demandait ce qu'il allait faire. Ouais, et puis Holmgren a loupé des lancers, mais ils auraient pu être invaincus à domicile. Et tu le disais là, Minnesota a mis 140 pions dans un match que OKC a complètement lâché là, le Game 3. Donc c'était Wolves Game, c'est parti open bar. Et ils viennent d'en mettre 126. Je pense qu'il n'y a aucun univers dans lequel le staff de OKC dit « Ok les gars. » Ça suffit. Il y en a marre. On en a laissé un parce qu'il y en avait 140, c'est très bien. On est passé de justesse, on en a pris 126 sur la truffe. Est-ce qu'on peut retrouver des standards qui ont traumatisé 99% de la NBA en limitant les Wolves à 108 points, 150 ? Après, c'est aussi une des forces de ces Wolves, c'est qu'ils ont une attaque effectivement fluctuante, mais variée. Donc c'est compliqué, tu vois, le Thunder, là, ils en prennent 126 là, dans ce match 4, parce que à un moment donné,
tu peux pas faire ce qu'ils font à Edwards et faire ce qu'ils font à Randle et aussi empêcher Nickel Alexander-Walker ou Dante DiVincenzo de shooter. Donc si ces mecs-là, eux, ou un Conley ou un Jaden McDaniels ou des gars comme ça foutent dedans, même la défense du Thunder, elle prend des paniers, quoi. Donc les Wolves le savent. Moi, c'est là où je pense que Edwards a un rôle à jouer. Il doit, même quand il est hyper bien pris, hyper bien défendu, il doit se faire violence, passer l'épaule, prendre le risque de perdre des ballons ou de ne pas faire tout à fait la bonne passe, mais il doit y aller parce que sinon, là-bas, ils vont se faire manger. Et si tu dois miser sur un DiVincenzo qui n'a pas la main qui tremble ou un Nickel Alexander-Walker qui se prend pour Ray Allen... C'est un joli pari, mais c'est... C'est un joli pari, mais c'est sur un Game 5 pour sauver ta saison, c'est pas facile. Ah, c'est clair. Je sais pas comment ça va se passer. Donc moi, je dis pas de retour à Minnesota dans cette série, perso. Là, je sais plus ce que j'avais dit 4-2, 4... Non, j'avais dit 4-3. Alors, si les Wolves peuvent arracher ce match 5, je crois très très fort en mon 4-3. Tout de suite, tout d'un coup. Mais je crois que j'avais dit 4-3. Fais voir, il est où mon pronostic? La dernière fois que le... Ouais, j'avais dit 4-3. Mais dernière là, fois... Vas-y. La dernière fois que le Thunder a mené 3 en finale de conférence... Ouh, ça s'est pas hyper bien fini. On est d'accord, c'était en 2016. C'était en 2016. Ouais, ça c'est pas... Après, ils ont pris Klay Thompson Game 6. Et les Warriors sont revenus et ont pris... déjà, il faut prendre le Game 5 et ensuite il y a Game 6, etc. Donc il faudrait qu'il y ait un Klay Thompson. Mais le 5 n'était pas chez eux. Là, le 5, il est chez eux. À l'époque, en 2016, le 5, vu que les Warriors avaient gagné 73 fois en régulière, je pense qu'ils avaient l'avantage du terrain. Je crois, oui. Non, là, c'est sûr. Là, c'est chez eux. Hein. Le Thunder peut et doit finir le travail, d'autant plus que OKC le voit dans la série d'en face. Indiana les canne et pousse et profond. Et OKC a lâché quand même quelques belles énergies contre Denver parce que c'était une série difficile et là, en ça joue 7 dur, physique. Et là, ça joue dur. T'as pas envie d'en avoir 6 ou 7. T'as pas envie de retourner à Minnesota. Absolument. Donc, pas du tout envie. Faut absolument terminer la série tôt parce que les quelques jours de repos pourront être bénéfiques s'ils sont en effet en finale NBA, en croisant les doigts ensuite pour que Indiana se soit tapé la foudre au MSG et que, comme on l'a vu et on a discuté, parce que pour Golden State au premier tour, si tu avais fini ta série plus tôt, tu n'aurais peut-être pas été oui, tout à fait, non, mais complètement. Il faut que OKC, même malgré leur jeunesse, prennent conscience de ça et terminent le travail ce soir. En fait. Je pense quand même qu'il faut qu'ils s'attendent à un grand match d'Anthony Edwards, le Thunder. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la couverture défensive. Anthony Edwards, c'est quand même un mec, ok, il n'a pas été toujours régulier là sur ses playoffs notamment, mais ce ne serait pas la première fois qu'il répond présent dans un grand moment. Et là, c'est un des matchs les plus importants de sa jeune carrière. S'il fait un gros truc au Thunder et qui permet à Minnesota de revenir jouer un Game 6 à la maison, c'est une performance de ouf. Possible. T'es d'accord? Et il existe aussi le scénario où ce qui a fait le plus peur à OKC, c'est quand tout le monde est fort côté Minnesota. Si Anthony Edwards, il est très très fort, mais qu'autour, les gars, ils sont retombés dans leur stat au shoot que tu as mentionné sur le début de la série et qu'un grand Anthony Edwards à 40 points n'est pas bien aidé parce que Julius Randle est à 12 points. Je comprends. Ou Jaden McDaniels à 8. Elle est belle, ta performance, Anthony Edwards, mais regarde la porte à droite, ça s'appelle Cancun. Oui, évidemment, mais là, il a perdu le match aussi. Hein. Il a fait jouer les copains, soi-disant qu'il a fait que des bons choix, mais il a perdu. Donc, ou disons qu'il a dit quoi? Il s'est pas raté? Il n'a pas raté son match. Mais je vois ce qu'il veut dire. Mais je suis pas. Voilà. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est quand même une des clés. On est d'accord. Pacers-Knicks. On retourne à Indiana. Oui. Thunder-Wolves, ça finit à OKC. Oui. Ce qui veut donc dire que nous, on va continuer à faire des petits débriefs vidéo, mais prochainement, il pourrait y avoir assez vite, selon nous, un débrief de saison d'équipe. Un débrief de saison d'équipe qui a perdu et une preview de finale NBA. Ça va être régal. Et dont on parlera justement, je rappelle, à l'Arlequin. Ce sera mardi prochain. Foncez évidemment dans le premier lien en commentaire pour vivre cet apéro collector la semaine prochaine. On a très hâte de vivre tout ça avec vous. Est-ce que tu avais d'autres petites notes sur ces deux matchs? Non, je crois qu'on est bien. Je crois qu'on a pas mal fait le tour là. On a pas mal couvert. On va se poser tranquille ce soir devant ce match. Exactement, on fait des gros bisous et on se retrouve très vite pour savoir comment ça s'est passé sur les deux séries. À très vite. Ciao. Ciao.